vous, quelle est votre analyse de cette situation? Est-ce que cette dissolution du Parlement français est utile aujourd'hui et pourquoi est-ce que Emmanuel Macron l'utilise? Alors oui, vous faites référence à sa mandature où il a utilisé de façon obsessionnelle le 49.3 plus d'une vingtaine de fois quasiment, si même pas 10 fois. Et effectivement, il est devenu très impopulaire à cause de ça, ça se comprend. Passer des lois par la force, c'est quand même des choses qui ne sont pas très acceptables, surtout quand on sait d'où vient le 49.3. Dans la Constitution française, c'est inspiré du 48.2 qui a été fait par la République de Weimar en Allemagne. Donc ça vous donne un petit peu une ambiance générale. Ils ont trouvé que c'était intelligent, Michel Debré, de placer ce 49.3 pour donner une autorisation hyper forte au président de confisquer tous les pouvoirs. Donc beaucoup de lois sont passées, très impopulaires, des réformes sociales particulièrement, pour faire des économies. Donc M. Macron, c'est l'homme de l'économie. De l'économie, des comptes de l'État, des grands comptes. C'est un banquier qui est formé par Rothschild, on le sait déjà. C'est un véritable technocrate et c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport particulier avec la population. Il considère que le social coûte trop cher, il faut faire des réductions et des coûts clairs. Et là, après les différentes problématiques qui sont posées, gilets jaunes, Covid et autres, et les questions sociales et les manifestations des syndicats et tout un tas d'oppositions qui sont cristallisées autour du personnage de Macron, il a tenté une élection européenne qui était vouée à l'échec, on le savait déjà, avec un score catastrophique, la moitié du score du parti d'extrême droite, le Front National, comme je l'appelle toujours, parce qu'il ne faut pas changer de nom. Et donc aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez assez intéressant dans la mesure où le pari que fait Macron me paraît assez clair en vérité, même si ça paraît trouble. Le risque, et c'est un risque réel, de perdre la majorité à l'Assemblée, puisqu'il est déjà très impopulaire, ça, il ne l'a pas écarté. Mais je pense que l'intérêt pour lui, c'est deux choses. Soit il espère, il escompte une défaite et donc une cohabitation. Ça permet de rétablir le principe de l'alternance présidence-parlement, avec un écart de 2 ans pour les votes. Soit il espère effectivement que le FN, qui sera donc, il aura sa première ministre qui serait Marine Le Pen, puis se retrouve en difficulté pendant les 3 années à venir, puisque les conditions économiques sont dégradées, et de montrer qu'il devient, lui, le héros de la France, peut-être en démissionnant avant le terme. S'il démissionne avant le terme de son mandat, il peut se représenter sans aucune difficulté. Mais le problème de M. Macron, c'est que ce qui se pose comme problème, c'est qu'il joue avec le feu. Parce que l'extrême droite a le vent en poupe en Europe, hein, c'est absolument pas un mystère, parce que cette dernière a été capable de séduire la base électorale ouvrière, alors que c'est un parti ultralibéral. Donc c'est pas un parti qui a à cœur le bien-être des ouvriers, c'est un parti qui est dans l'économie de marché ultralibérale, qui considère que le marché s'autorégule et que les ouvriers sont les outils du marché. Ils ne sont pas des gens centraux pour eux. Et donc quand il fait ça, Macron, il a deux choix. Soit il les laisse jouer leur jeu pendant 3 ans et s'effondrer, soit il espère effectivement une cohabitation ou simplement une démission à la suite de ça et pouvoir provoquer des élections en jouant à nouveau la carte de la peur de l'extrême droite qui a fonctionné quand même la seconde fois pour lui en sa faveur. Et donc ce qu'on doit se poser comme question, c'est où va ce monsieur lorsqu'il joue avec le feu? Parce que pendant des années, il a joué la carte pendant 5 ans, pour être précis, puisque les 2 premières années, il ne jouait pas la carte de l'extrême droite, de faire monter le Front National sous les conseils avisés d'un Jacques Attali qui a fait la même méthode avec Mitterrand. Sauf qu'à l'époque, avec Mitterrand, on faisait monter l'extrême droite pour casser la droite. Donc c'était à la limite de bonne guerre. C'était dangereux, mais c'était de bonne guerre. Et ça ne conduisait pas l'extrême droite au pouvoir. Or, là, M. Macron fait monter l'extrême droite pour casser la gauche, les gauches, pour être précis, les différentes gauches, qu'elles soient vertes, qu'elles soient du PS ou qu'elles soient simplement LFI, uniquement pour garantir que son pouvoir soit pérennisé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite est aux commandes, au moins sur le plan européen, puisque c'est la deuxième puissance européenne, mais surtout, elle est aux commandes de beaucoup de municipalités, elle est aux commandes des esprits de beaucoup de Français qui en ont marre de voir cette politique qui ne donne pas de résultats, et elle a réussi à séduire, je l'ai dit, une base électorale ouvrière, salariale, des gens qui sont dans le tertiaire, des gens qui ne croient plus en grand-chose, qui ne croient pas en la politique et certainement pas aux politiciens. Et donc le risque aujourd'hui, effectivement, c'est de faire de l'extrême droite un parti crédible. C'est ce que Macron a réussi à faire, c'est dangereux, mais on se rendra compte très rapidement d'abord que si l'extrême droite a les commandes, elle va tout faire pour conserver le pouvoir avec des résultats économiques. Et la deuxième chose, on va se rendre compte effectivement que si l'extrême droite est aux commandes, il va y avoir des réformes sur le plan social qui vont être très antisociales, mais qui ne seront pas montrées comme telles. Et puis dernière chose, et c'est plus important, Macron, avec sa loi sur l'immigration, a réussi à consacrer une loi qui cible l'immigré, qui cible les étrangers, et qui donne donc le sein blanc à l'extrême droite pour pouvoir s'exprimer sur cette base-là en s'appuyant sur les lois de Macron. Donc aujourd'hui, effectivement, il a joué avec le feu. Il est probable qu'il choisisse soit la cohabitation, c'est possible mais pas certain, soit peut-être une remise en jeu de son propre pouvoir aux élections, parce qu'il sait qu'il, malgré toute la popularité, il a une assise populaire qui lui garantit 20% aux élections. Donc c'est un peu le pari qu'il fait, c'est un pari risqué, mais c'est un pari réel pour lui. Et je pense que dans sa précipitation, il s'imagine remporter la mise comme un joueur de poker. D'accord.
Justement, vous parlez justement de ce pari dans lequel Emmanuel Macron est en train de se lancer. Je vais rester avec vous, Gamal Abina. Je vais rester avec vous avant peut-être de revenir à M. Olive et à Béanzin. Aujourd'hui, Macron se lance dans ce pari et programme des élections. Alors, on se souvient que les précédentes dissolutions d'Assemblée nationale, notamment sous De Gaulle, sous Mitterrand et Jacques Chirac, ont très souvent amené, pour la plupart en tout cas, à une victoire de la majorité qui est venue plutôt la conforter justement et permettre qu'elle puisse faire passer des décisions pour pouvoir relever la pente et se remettre sur pied. Aujourd'hui, pensez-vous que ce scénario est de nouveau possible? Et si même il est possible, que gagneraient les Français en accordant à Macron une nouvelle majorité? Je ne crois pas du tout qu'il raccorderait une majorité parce que Chirac a fait cette erreur sous le conseil du Juppé avec la dissolution. Il a subi lui aussi à nouveau une cohabitation et ça lui a coûté effectivement 2 ans d'exercice, mais ça n'a pas profité aux gens qui étaient à l'opposition et qui dirigeaient le gouvernement puisqu'ils étaient majoritaires au Parlement. Ils avaient le gouvernement et 2 ans plus tard, ils ont perdu. C'est comme Mitterrand, il a fait la même chose avec Chirac à nouveau, il avait pris en tant que Premier ministre, il s'est retrouvé à gérer l'État pendant 2 ans, donc gérer les problèmes que Mitterrand avait générés, et 2 ans plus tard, Mitterrand est passé en 88. Donc ce genre de cohabitation ne profite que rarement à l'opposition. Elle profite toujours à celui qui initie la cohabitation. Bon, sous Chirac, ça a été une faute de sa part. Mais ce qui est certain, c'est que sous Macron, l'objectif, comme il est conseillé par le même homme qui a conseillé Mitterrand cette fameuse dissolution, eh bien, il se dit, voilà, vous laissez ces gens s'épuiser au pouvoir, essuyer les plâtres, encaisser toute la mauvaise gestion que vous avez produite, et vous arrivez, vous, derrière, vous, votre parti, parce qu'on était en train de placer Édouard Philippe, hein, vous arrivez, vous, comme des sauveurs de la France. C'est une stratégie qui est très vicieuse, parce qu'on sait que malheureusement, les Français ont très mauvaise mémoire. Oublie, par exemple, Mitterrand, l'austérité de 83, 84, 85, c'était une catastrophe, mais ils ont quand même voté pour lui 5 ans plus tard, donc ça vous donne un peu une idée. Et donc je pense que cette stratégie est une stratégie très mûrement réfléchie, c'est très c'est du Machiavel pur et dur, hein. Il est capable de jouer sur un jeu de cartes très bien calibré et il est capable de tout un tas de tours de main. Je rappelle tout de même qu'il n'a pas eu la majorité absolue au Parlement, ça ne l'a pas empêché de gouverner pendant 2 ans. Donc, enfin presque 2 ans maintenant. Donc il faut se méfier de ce genre de stratégie parce que c'est un homme de pouvoir qui aime le pouvoir, c'est indiscutable. Quand on a les gilets jaunes qui vous tombent dessus avec toute la peur qu'il a connue, ça ne l'a pas empêché de rester au pouvoir. Donc c'est un homme qui ne se pose pas de questions sur ça. Il est obsédé par le pouvoir, il est obsédé par l'idée de lui, et qu'il se fait lui-même. Mais il y a un facteur qu'il a négligé, ça a été le pire, c'est au-delà de la fronde sociale, les gilets jaunes, c'est une chose, mais c'est surtout l'Ukraine. Il a commis une énorme faute en pensant que l'Ukraine lui serait profitable, en pensant que les Français étaient favorables à cette guerre inutile, alors qu'il n'y a pas de sondage qui est fait et que les Français sont vent debout, ils ne veulent pas entendre parler de l'Ukraine, puisque l'impact direct sur la France, c'est une inflation galopante, une paupérisation, bref, les Français sont très mécontents. Il n'a pas fallu grand-chose pour avoir les gilets jaunes, alors l'Ukraine, c'est pire que tout. Et là, aujourd'hui, il se rend bien compte que son impopularité, comme d'ailleurs tous les partis qui sont aux commandes en Europe, à cause de l'Ukraine, ils ont perdu le pouvoir, et ceux qui étaient opposés à la guerre ont conservé leur majorité. Donc cette question, il ne l'a pas prise au sérieux, et c'est une des questions qui lui coûtera, tout comme à l'époque Trump par rapport au Covid, qui a considéré qu'il avait le pouvoir garanti, et le Covid lui a empêché de refaire un nouveau mandat. Et bien là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Effectivement, Macron fait un pari risqué, et il est probable qu'il emporte si effectivement il pourrit l'opposition, mais cette opposition d'extrême droite va tout faire pour conserver le pouvoir, donc on est sur quelque chose de très inquiétant dans la mesure où on ne sait pas où on va. Entre un homme imprévisible comme Macron et une opposition qui n'a aucun programme économique, on la connaît très bien cette opposition, il est peu probable que dans 3 ans la France se porte mieux qu'aujourd'hui et ça sera certainement encore plus dégradé si c'était possible de le faire.